On ne se lasserait jamais assez de vous remercier pour votre soutien indéfectible à Cherif La Télévision, votre chaîne de proximité. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire qui se nomme Sans langue de bois. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 4 autres jeunes leaders et le thème choisi, comme la semaine dernière, reste évidemment le rôle et la responsabilité des jeunes dans la crise multidimensionnelle au Mali. Pour en débattre aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Mamadou Sansiba. Monsieur Sansiba est le vice-président du réseau des jeunes des partis politiques du Mali. Bonjour, bonsoir Monsieur Ba. Bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau de Sans langue de bois. Merci pour l'invitation. Merci. À ma gauche, nous avons M. Sidi Ali Ould Banya. M. Sidi Ali Ould Banya est le président jeunesse arabe et secrétaire de la jeunesse du G5 Sahel. M. Ould Banya, bonjour, bonsoir. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission Sans langue de bois. Ça va? Merci, ça peut aller. Êtes-vous prêt? Très bien. À en débattre sans langue de bois. Inch'Allah. Ok. Et je me tourne vers un autre jeune leader qui est le porte-parole évidemment de l'initiative Zéro Violence au Mali, Monsieur Mamadou Sidibé. Comment allez-vous? Bonjour, bonsoir. Bonjour, je vais bien. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bien, merci. Merci. Soyez le bienvenu sur le plateau de l'émission Sans langue de bois. Et enfin, pour respecter, chers invités, la loi 052, j'ai envie de dire, nous accueillons sur ce plateau une dame du nom de Hawa, dite Filici Savani. Elle est membre de l'exécutif national de l'association Face au Canou. Bonjour, bonsoir madame. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. L'association Face au Canou, ça va? Oui, ça va. Bien, merci. Alors, d'ores et déjà, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Et comme je l'ai tantôt dit, nous allons parler spécifiquement de la responsabilité, le rôle et la responsabilité des jeunes dans cette crise multidimensionnelle au Mali. Alors, les jeunes sont-ils réellement conscients du poids de la responsabilité qui leur incombe dans la quête des solutions pour une sortie de crise, à commencer par M. Ba? Merci M. Diarra pour l'invitation. Effectivement, les jeunes sont conscients du rôle et des responsabilités qui les incombent par rapport à cette crise multidimensionnelle que connaît notre pays. Et vous devrez savoir que les jeunes sont au cœur de l'ensemble des actions politiques d'un pays. Et ça, c'est dans tous les pays du monde. Donc, quand un pays traverse des crises énormes comme notre pays, les jeunes doivent être au début, au milieu et à la fin du processus. Donc, la crise que nous vivons aujourd'hui, les jeunes ont un rôle important à jouer pour la résolution de cette crise. Donc, pour le moment, on aura l'occasion d'en parler davantage. Je me tourne vers Monsieur Sidi Ali Ould Banya. Alors, Monsieur Banya, est-ce que vous partagez le même point de vue de Monsieur Ba? Les jeunes sont-ils conscients de cette crise-là que nous traversons depuis 2012, justement, qui a commencé avec l'invasion, je ne dirais pas des djihadistes, mais plutôt des terroristes au nord Mali, notamment à Gao, Tombouctou, Kidal. Est-ce que les jeunes, au jour d'aujourd'hui, ont cette prise de conscience par rapport à cette grande crise? Absolument, les jeunes, ils sont conscients vraiment du malaise profond que aujourd'hui le pays est en train de vivre. Je voulais dire que avant 2012, 2012 a été simplement l'éclatement. Oui. Ça a été vraiment l'éclatement, ça a été vraiment le déclic qui a fait écrouler tout sur notre passage et qui a montré que malheureusement qu'aujourd'hui nous avons même le poids démographique fait de la jeunesse du Mali, une jeunesse qui doit prendre ses responsabilités. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, est-ce que nous avons une jeunesse prête à assumer cette responsabilité? Est-ce que vous avez cette jeunesse, est-ce qu'on lui donne la place qu'elle a l'heure pour jouer son rôle et dans le relèvement du pays? Et nous savons que dans tous les pays du monde, chaque fois qu'un pays est à genoux, il faut sa jeunesse pour le relever. Et je pense que nous avons une jeunesse qui a besoin simplement d'être orientée. Nous avons une jeunesse qui rêve
et qui a envie d'exécuter son rêve. Et je pense que ça viendra. Ça viendra, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Alors, Monsieur Sidibé, qui est le porte-parole de l'initiative Zéro Violence, une belle initiative qu'il faut saluer quand même. Zéro Violence, franchement, c'est un très bon concept, comme le disait hors antenne Monsieur Ould Bagnan. Alors, les jeunes, la jeunesse du Mali paye le plus lourd tribut depuis l'éclatement de cette crise en 2012. Mais Monsieur Bagnan l'a dit, la crise, en fait, a commencé bien avant 2012. Bien sûr. Et contrairement, merci de m'avoir quand même donné la parole. Je me permettrai, si vous le permettez, de saluer l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent. Il le faut, c'est bien normal. Bien évidemment, aussi demander leur indulgence. Parce que parler quand même, c'est un art. Et il nous arrive souvent, il arrive que nos propos aillent souvent au-delà de nos pensées. Donc qu'ils ne nous en tiennent pas rigueur. Et parallèlement à ça, par rapport à la question, à savoir si la jeunesse était vraiment consciente du rôle, bien évidemment, qui devait la revenir, moi, je dirais plutôt que non. Et si réellement la jeunesse était consciente de son poids, et bien évidemment de sa démographie aujourd'hui, la jeunesse ne serait pas aujourd'hui à la traîne dans la gestion chaotique, bien évidemment, qu'elle est en train de faire montre, dont elle est en train de faire montre. À ce niveau, je dirais malheureusement que la jeunesse n'est pas du tout consciente de ce qu'elle doit jouer comme rôle, et de ce, bien évidemment, qu'elle joue aujourd'hui comme rôle. Parce que moi, je constate tout simplement que la jeunesse est absente, malheureusement absente, dans la vie active de cette nation aujourd'hui, dans le bon sens, bien évidemment. C'est vrai, quand il s'agit de sortir, quand il s'agit bien évidemment de protester, de contester, de casser, la jeunesse, elle est là. Alors que la jeunesse, véritablement aujourd'hui, a un rôle de premier choix. C'est à la jeunesse aujourd'hui de prendre toute sa responsabilité et dans toute sa dimension pour donner bien évidemment tout le poids, c'est-à-dire pour donner la valeur d'attente dont ce pays aujourd'hui a fortement besoin. Donc je dirais aujourd'hui que la jeunesse, malheureusement, s'est juste trouvée instrumentalisée. Mais la jeunesse proprement dite ne joue aucun rôle dans la vie de cette nation. Oui, j'espère, Monsieur Sidibé, que vous aurez davantage d'arguments solides pour nous convaincre de cette inconscience de la jeunesse malienne. Parleriez-vous dans la même direction, j'ai envie de dire, Madame Hawa Dit Fili Si Savané? Bon, tout d'abord, c'est une jeunesse inconsciente? Bon, tout d'abord, moi je rends hommage à la Première République, le Modibo Keïta et ses compagnons, à tous les victimes de mars 91 et à tous ces morts depuis que cette crise multiforme qui vise actuellement notre pays. Moi, et je souhaite un bon rétablissement à tous les blessés. Je pense que pas toutes, une large de sa majorité n'est pas consciente de la situation. Si ça allait été le cas, on n'allait pas vivre la situation de cette manière. Donc vous rejoignez quelque part M. Sidibé oui, dans sa réflexion? Pour moi, cela est dû à sa formation. Une jeunesse bien formée peut faire face à n'importe quelle situation. Mais une jeunesse mal formée, ignorante, a du mal à comprendre souvent la situation qu'il impose. Malheureusement, c'est le cas dont on vit actuellement au Mali. Ouais. D'accord. Chers invités, c'est intéressant tout ce que vous venez de dire sur ce plateau. Alors, cette jeunesse inconsciente face à ces attaques, à ces multiples attaques terroristes qui font même craindre une sérieuse progression du centre même vers la capitale. Alors, quelles peuvent être véritablement les actions entreprises par les jeunes pour circonscrire, j'ai envie de dire, avant qu'il ne circonscrire cette crise, avant qu'il ne soit trop tard, Monsieur Ba? Merci. Circonscrire cette crise avant qu'il ne soit trop tard, d'abord il faudra d'abord situer le problème. Il faudra savoir que cette crise se trouve sur plusieurs angles. D'accord. Cette crise, non seulement elle est sécuritaire, parce que les gens mettent l'accent sur la crise sécuritaire, mais il faut savoir qu'il y a une crise sociale qui se trouve actuellement dans notre pays. Il y a une véritable crise sociale. Il y a la crise économique qui est encore beaucoup plus grave.
le portefeuille ménagère n'est pas conséquent. Les gens ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins. Les gens ne parviennent plus à subvenir aux besoins de leurs enfants. Le partage des richesses n'est pas réel. Donc, voilà la crise sur plusieurs angles. Donc, l'intervention de la jeunesse pour circonscrire la crise doit se faire au niveau de la veille citoyenne. Les jeunes doivent d'abord dénoncer les méfaits qui se passent au niveau de notre pays. Or, ces méfaits-là doivent être dénoncés par les jeunes qui sont les acteurs de la vie, de la société civile. Mais est-ce que ces jeunes jouent leur rôle? Là se trouve le point d'interrogation. En tout cas, j'étais content lorsque les jeunes ont pris le devant de la scène pour dire que l'accord qui s'est passé entre l'UNTM et le gouvernement pour la prolongation de l'âge de départ à la retraite, lorsqu'ils ont dénoncé cela, il y a eu du recul jusqu'à ce qu'il y ait eu des accords qui ont été signés entre l'UNTM et les représentants des jeunes. Donc de la même manière, les jeunes qui sont censés représenter la société civile doivent dénoncer les méfaits qui se trouvent au niveau de notre pays. Parce que vous en conviendrez avec moi que cette crise, non seulement elle est une crise réelle dans notre pays, mais aussi il y a une instrumentalisation extérieure. Donc c'est nous les jeunes qui devront dénoncer tous ces méfaits. Voilà. D'accord, Monsieur Ba, c'est bien d'entendre tous ces propos. Monsieur Ould Bagnan, est-ce que véritablement cette jeunesse a les moyens, comme je le disais tantôt, de circonscrire justement la propagation de cette crise? Parce que nous parlons d'une crise non seulement sécuritaire, mais également d'une crise sociopolitique dans notre pays. Vous savez, nous sommes en train de traverser une crise historique de notre pays, une crise multidimensionnelle, une crise sociale, une crise politique, une crise, c'est-à-dire toute forme de crise auquel le pays est confronté aujourd'hui. Maintenant, quelle va être la responsabilité? Quel va être le degré de résilience de cette jeunesse par rapport à cette situation? Mais où est d'abord la position, le rôle et la place de la jeunesse dans la situation actuelle? Vous savez, la jeunesse, nous subissons la conséquence des actions d'autres. Parce que je pense que la jeunesse n'a rien fait, cette génération n'a rien fait pour mériter ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train malheureusement d'avoir un héritage qui malheureusement n'est pas potable et qui est à nous aujourd'hui de pouvoir faire face et de voir quel modèle de solution nous pouvons nous-mêmes créer pour pouvoir endiguer à ce problème-là. Mais malheureusement, nous avons, c'est vrai, nous avons une jeunesse pensante. Nous avons une jeunesse proactive. Mais quand vous prenez la majorité de cette jeunesse, vous allez comprendre que vous avez une jeunesse encore plus ou moins passive. Et c'est cette passivité de cette jeunesse qui est une fuite de responsabilité de la jeunesse. La jeunesse, quand on parle, c'est le fer de lance, comme nous l'avons dit. Oui. C'est bien beau, c'est le fer de lance, c'est l'énergie, c'est le modèle de changement, parce que seule la jeunesse incarne cet avantage. Et nous sommes malheureusement dans un pays où nous l'avons toujours souhaité, mais nous avons toujours voulu qu'il y ait une alternance politique dans ce pays-là, pour que les jeunes puissent jouer leur rôle. Mais quand on ne met pas les jeunes dans des situations où ils peuvent être utiles, où ils peuvent activer ou désactiver, et je pense que quand la jeunesse subit, et quand la jeunesse est actrice de ce qui se passe, je crois qu'on ne peut que continuer à être des spectateurs. Oui, des spectateurs, ça on ne le souhaite pas du tout. Monsieur Sidibé, oui. Est-ce que les jeunes sont à la fois acteurs et victimes de cette crise que nous connaissons depuis 2012, mais qui avait commencé bien avant? Acteurs et victimes. Ok, bon, je ne dirais pas, la jeunesse est sa propre victime à elle-même. Ça, c'est ma propre vision. Et comment? Merci. Et la question était aussi de savoir comment éventuellement circonscrire cette crise, oui, avant qu'elle ne prenne une autre proportion. Oui.
Vous savez, sans être alarmiste, tous ceux qui me connaissent savent que nous nous battons tous avec les autres camarades, depuis toujours bien évidemment, pour positiver les choses. Et malgré cela, vous savez, il est très difficile, je ne dirais pas impossible, hein, mais je dirais qu'il serait très difficile aujourd'hui que cette jeunesse, dans son état actuel, puisse œuvrer, puisse poser, puisse aller vers quoi que ce soit qui puisse vraiment la permettre de redorer non seulement son blason, mais de regagner bien évidemment la place qui devait normalement la revenir. En ce sens que ce que la jeunesse aujourd'hui oublie et ce que la jeunesse fait montre aujourd'hui qui fait peur malheureusement et qui n'augure rien de bon, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous verrez très rarement un leader, qui qu'il soit, prôner l'union d'abord de la jeunesse malienne. Et à ce niveau, c'est-à-dire ne cherchez pas loin, sans union là, tant que la jeunesse malienne ne comprendra pas qu'il faut que nous nous donnions la main, et que c'est dans ça que nous allons exceller, je vous assure que nous n'irons nulle part. Mais justement, au-delà de votre initiative Zéro Violence, quelles sont les actions concrètes sur le terrain pour que vous puissiez rassembler davantage de jeunes, puisque vous parlez d'une désunion? Absolument. C'est ce que j'essaie tout simplement d'expliquer quand je parle de division. Parce qu'aujourd'hui, les talons d'azur de la jeunesse, c'est quoi? L'instrumentalisation ne vient que de la division de la jeunesse. Sinon, il est inconcevable que quand les jeunes se donneront la main, que quelqu'un puisse venir instrumentaliser Jean, Mathieu ou Paul. Ce n'est pas évident. D'accord. Mais à partir du moment où vous-même vous vous attaquez mutuellement, à partir du moment où vous-même vous vous lynchez mutuellement, eh bien ça fait l'ennemi, bien évidemment, de ceux-là qui ne veulent aucunement laisser la place à la jeunesse. Et ils profitent de cela, bien évidemment, pour venir davantage vous faire, c'est-à-dire vous diviser. Aujourd'hui, le seul véritable moyen pour la jeunesse, pas pour circonscrire seulement la crise, hein, mais pour la jeunesse, pour que le pays, en 2023, puisse vraiment espérer une alternance véritable, c'est que la jeunesse, à partir de maintenant, comprenne que c'est l'union pourra faire la force et pourra faire ce pays. Donc que chacun laisse de côté ses égos et que nous comprenions que c'est ensemble que nous bâtirons ce pays. Alors, Madame Awa Fili, dites Fili si Savané, est-ce que finalement ce serait ça la solution, de s'unir au lieu d'aller en rang dispersé comme on aime à le dire? Oui, l'union est la solution parce que quand on n'est pas unis là, la jeunesse serait dans la main des personnes qui n'ont besoin seulement que leur intérêt personnel. Donc pour gérer, qui n'ont aucun souci pour l'intérêt de la masse. C'est pour cela que j'avais dit tout à l'heure que la jeunesse est victime de sa formation. Depuis 68 jusqu'à nos jours, les différents gouvernants qui se sont succédés n'ont pas eu souci de l'avenir de cette jeunesse. C'est pourquoi la jeunesse malienne agit de cette manière. La jeunesse doit s'unir, s'organiser. Décidons ensemble un consensus qui sera bien pour ce pays. C'est ça qui va sauver ce pays-là. D'accord. Alors, on sait très bien que le Mali a une population jeune, avec plus de 60% de jeunes, ce qui est une véritable chance pour notre pays. Monsieur Ould Bagnan, est-ce que, en fin de compte, l'oisiveté et le taux de chômage trop élevé de chômage sont-ils deux facteurs ayant des répercussions directes sur l'enrôlement des jeunes dans des groupes d'autodéfense, parlant de crise sécuritaire au Mali? Absolument. Vous savez, la jeunesse, le taux démographique très important de la jeunesse peut être un couteau à double tranchant. Peut être d'abord une chance. Si cette jeunesse, elle est conscientisée, si cette jeunesse, elle sait ce qu'elle veut, elle sait là où elle veut partir. Elle connaît ses intérêts, elle connaît, parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un combat de, un combat de génération. Parce que chaque génération va vouloir jouer son rôle ou vraiment ou de passer à côté. Et deuxième, c'est de voir que l'année passée,
vu le taux démographique extrêmement important de la jeunesse africaine d'une manière générale, le thème même de l'Union africaine a été d'investir dans la jeunesse pour atteindre les dividendes démographiques au niveau de la jeunesse. Et je crois qu'il est en train d'être travaillé dans tous les pays. Mais aujourd'hui, quand vous avez cette jeunesse, vous avez un nombre important de jeunes qui est d'abord mal formé, mal orienté, mal coaché, qui en majeure partie sont pas scolarisés, où vous avez dans un pays où le chômage chronique est une réalité, où les gens se sont laissés au compte. Donc je pense que dans l'enrôlement, ça représente des terreaux fertiles, ça représente une vulnérabilité extrême pour permettre à ces jeunes-là, parce que les jeunes rêvent. Les jeunes ont envie d'avoir un jour un lendemain meilleur. Ce lendemain meilleur, tu ne peux l'avoir que quand vous avez une proposition, vous avez une opportunité en face. Cette opportunité, malheureusement, n'existe pas. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, surtout quand vous quittez les grandes villes, les jeunes, ils sont aujourd'hui disponibles à embrasser même la main du diable pour pouvoir joindre les deux bouts. Et c'est là qu'aujourd'hui, il faut aller vers cette conscientisation. Vous, en tant que leader, vous partez vers ces jeunes-là pour les sensibiliser, pour ne pas aller vers autre. Mais il faut leur proposer quelque chose. Je pense que quand vous avez quelqu'un à un choix à faire, ça veut dire qu'il a deux choses. Parce que quand vous n'avez pas qu'une seule main tendue, je pense qu'il n'y a plus de choix. Le choix, c'est entre deux offres. Quand vous n'avez pas qu'un seul, vous allez prendre la main et vous ne savez pas des fois que peut-être que ça peut être que ce n'est pas le bon qu'il faut. Parce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas dans ce truc. Et quand vous prenez aujourd'hui dans des zones où malheureusement l'État n'existe pas, et l'État n'a jamais existé dans ces zones-là. De l'indépendance jusqu'au l'État n'a jamais existé, les mots sont quand même un peu trop forts. L'État n'a jamais existé parce que vous n'avez pas des symboles. Vous n'avez pas des symboles. Non, avant la crise. Non, avant la crise. Le Mali est très grand. Le Mali est très immense. L'État n'a jamais pu gouverner le 2 tiers de son territoire. Jamais. Donc vous avez aujourd'hui vous avez les 1 tiers qui sont laissés au compte. Mais qui est là? L'État est là pour orienter. L'État est là pour former. Les zones où vous n'avez pas l'État, qui doit orienter? Mais c'est la nature qui oriente. D'accord. Bon, justement, au lieu de tout laisser à l'État, M. Ba, est-ce que les jeunes ne doivent-ils pas prendre leur destin en main au lieu d'aller vers des enrôlements quelconques comme dans les groupes d'autodéfense, milices et autres? Est-ce que cette jeunesse ne doit pas réellement prendre sa destinée en main et pour agir vite avant qu'il ne soit trop tard? Effectivement, et c'est ce que nous avons compris au niveau du réseau des jeunes. Et qu'avez-vous fait et que faites-vous présentement? Nous, ce que nous avons fait et ce que nous faisons actuellement avec les partenaires, c'est de sensibiliser les jeunes qui se sont radicalisés et ceux qui ont pris des armes, parce qu'il y a 2 catégories de combattants, ceux qui se sont rébellés et ceux qui se sont radicalisés. La majorité, comme Cyril l'a dit, c'est des jeunes désœuvrés qui étaient sans espoir, qui ne savaient pas quoi faire. Donc, nous, quand nous partons à la rencontre de ceux-là qui ont opté pour la déradicalisation, nous échangeons avec eux pour leur faire comprendre comme quoi l'option politique aussi peut être une bonne option pour se faire entendre. Il n'est pas toujours dit de prendre des armes pour se faire entendre. On peut se faire entendre à travers l'engagement politique, à travers son engagement pour le développement de la localité, à travers la conscientisation, à travers le fait de sensibiliser d'autres jeunes également, de ne pas se laisser enrôler par les groupes armés. Et nous sommes en train de faire cela avec certains partenaires, notamment la Fondation Konrad Adenauer. Et nous sommes également dans la lancée de mettre en place la jeunesse politique du G5 Sahel. Et il y a eu une première rencontre pour cela qui s'est déroulée à Ouagadougou au mois de décembre passé. Nous sommes sur la lancée de sensibiliser, de continuer à sensibiliser les jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui se sont laissés enrôler et il y a des jeunes également qui sont tentés par l'enrôlement. Je vous raconte une anecdote. Quand j'étais, il y a juste 2 ans de cela, à un mariage, j'étais présent à un mariage, il y a un ancien étudiant qui vient me saluer. Puisque j'étais ancien leader syndicaliste quand j'étais à l'université, les jeunes ils viennent me saluer, ils me font le gardez-vous. Les gens commencent à me regarder, je ne savais pas pourquoi les gens me regardaient.
Je salue les gens, ils me demandent tu es où maintenant? Je dis je suis à la pêche. Je lui demande et toi? Il dit il est à la SEMA. Il dit la SEMA, quartier SEMA. Il dit non, la coordination du mouvement de l'Azawad. Il dit ah bon? Il dit oui, je suis lieutenant là-bas. Et je commence à regarder les gens comme il m'a salué en disant général, je suis au gardez-vous. Donc les gens aussi m'ont pris pour un général de la coordination du mouvement de l'Azawad. Donc c'est les jeunes que nous connaissons. D'accord. Et c'est des jeunes, non seulement ils combattent au nord, mais quand ils ont des activités à Bamako, ils se rendent à Bamako. Donc quand ils n'ont pas peur de se présenter comme ça, puisque nous avons fait l'université ensemble, on profite de l'occasion pour les sensibiliser afin qu'ils ne prennent pas les armes. D'accord. Je voulais rebondir par rapport à ce qu'il a dit, d'accord. Parce que ce que je veux dire, par rapport à l'enrôlement dont il fait allusion, aujourd'hui les mouvements armés vont continuer à enrôler. Ils vont continuer à avoir parce qu'ils créent un espoir à cette jeunesse. Ils créent une opportunité. Nous sommes en train d'aller dans le processus de DDR. Mais justement, j'allais parler du DDR. Il y a les enrôlements, mais en même temps, il y a les DDR. Dans ce processus de DDR, il faut être un combattant. Toi, tu es exclu, moi, je suis exclu. Donc, il faut être obligatoirement un combattant des mouvements armés, signataire. Donc, aujourd'hui, tous les jours, vous avez des jeunes qui vont au nord pour aller s'acheter une arme et s'enrôler dans les mouvements armés pour avoir un espoir de demain. Parce que le système n'a pas pu leur donner une place. S'ils ont une place par cette formule, moi je crois qu'ils ne vont pas hésiter à le faire, hein, et ils vont continuer à le faire tant que ça ne change. Voilà tout le paradoxe, monsieur Sidibé. Oui. Est-ce que les jeunes seraient plutôt tentés par le gain facile, parce que quitter justement la capitale jusqu'au nord, rien que pour être enregistré et espérer avoir quelque chose grâce aux opérations du DDR. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt être agressif à ce niveau et conscientiser davantage pour que les jeunes puissent arrêter ces mouvements-là? Vous savez, la parenthèse ouverte là m'offre une occasion rêvée. Vas-y. En ce sens que, tantôt, je disais que la jeunesse n'était pas consciente du tout de son propre rôle et de ce qui devait normalement la revenir en tant que jeunesse majoritaire. Vous savez, par rapport à ce processus de DDR, par rapport à ce processus d'insertion et réinsertion, voire autre, en 2015, il y avait d'autres camarades en plus de ma modeste personne. Nous avions en son temps lancé une association du nom du mouvement, l'association des jeunes pour l'équité Nord-Sud. Et c'est ce qu'on avait voulu éviter en son temps. Qu'est-ce qu'on a dit en 2015? C'était juste après la signature des accords. Nous avons demandé bien évidemment à l'époque au gouvernement de profiter bien évidemment de la signature de l'accord. Peut-être que c'est une idée qui n'était pas venue au moment où ils signaient, mais nous avons dit que c'était l'occasion pour le gouvernant de faire de l'accord d'Alger un plan Marshall pour l'ensemble des 8 régions du Mali. En ce sens que nous avons dit... on est passé à plus d'une dizaine de régions. Merci. C'était 8 régions en 2015. Nous avons dit qu'aujourd'hui, les maux dont souffraient bien évidemment les régions nord sont les mêmes maux dont souffrent malheureusement les régions sud. Je viens. Très différent, je viens. Parce que, qu'est-ce qui a occasionné bien évidemment la prise des armes? Il y a bien évidemment l'absence, comme vous l'avez dit, de beaucoup de choses au nord. De l'État, principalement, on l'a dit. Et tous les gens qui sont passés sur ce plateau ont tous décrié l'absence de l'État. Je vais vous expliquer. Deuxièmement, vous conviendrez que le chômage, c'est-à-dire, il n'y avait que le chômage à la limite. L'ensemble des jeunes, bien évidemment, qui se trouvaient là-bas étaient sans emploi. Parce qu'il n'y a même pas d'emploi à fortiori être employé. Nous avons dit en 2015 que, attention, aujourd'hui, nous avons des centaines de milliers de jeunes dans toutes les régions, bien évidemment, du centre jusqu'au sud, qui sont dans les mêmes dispositions. C'est des gens qui sont allés à l'école, il y a d'autres qui ne se sont pas allés, mais c'est des gens qui sont sans emploi également. Nous avons dit à l'État, est-ce qu'il faudrait attendre que ces mêmes jeunes-là, aujourd'hui qui sont au niveau du centre et du sud, se rendent compte que l'État ne leur offre rien et qu'il faut obligatoirement passer par les armes pour se faire entendre? Nous avons dit en 2015 que pour éviter cela, que l'État aurait dû bien évidemment profiter de la signature de l'accord
et chercher des bailleurs au besoin pour faire de l'accord un plan Marshall pour l'ensemble des régions. Afin que les insertions, les réinsertions, les recrutements, bien évidemment, au niveau des régions nord, singulièrement au niveau des combattants de la CEMA et autres, que les mêmes processus soient ouverts, bien évidemment, au niveau de toutes les régions, afin que la jeunesse, majoritairement, soit absorbée par le processus, bien évidemment, de paix d'Alger. C'était un plan extraordinaire qu'on avait fait. Un. Et deuxièmement, à l'époque, on avait demandé à l'ensemble des jeunes diplômés sans emploi d'apporter leur CV lors d'une conférence de presse qu'on avait organisée sur l'esplanade de la Bourse du Travail. C'était pour qu'avec l'ensemble de ces milliers de CV, avoir un moyen de pression sur l'État. Mais je vous dis que ces jours-là, nous n'avons pas reçu plus de 100 CV. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Alors, est-ce que c'est vous dire, malheureusement, qu'aujourd'hui, le fait de quitter les sud ou les centres pour aller se faire enrôler au nord, je trouve que c'est une hémorragie qu'il faut arrêter, impérativement. Et deuxièmement, il faudrait que le gouvernement comprenne une chose, nous l'avons dit. À défaut que la jeunesse elle-même comprenne qu'elle doit s'autogérer, parce que, on l'a dit, hein, ici on ne vous donne rien. Au besoin, vous l'arrachez, si vous voulez de quelque chose. Personne ne pourra mieux toucher du doigt les problèmes aujourd'hui vécus par la jeunesse que la jeunesse elle-même. C'est pourquoi j'ai parlé d'union. Aujourd'hui, il y a des locomotives, il y a des wagons. Il n'y a que quelques locomotives. Souvent, on a besoin de quelques locomotives pour quand même tirer des centaines, voire des milliers de wagons. Ces locomotives qui sont les leaders aujourd'hui jeunes, singulièrement dans les capitales et régionales et à Bamako, doivent comprendre que c'est un devoir moral et les responsabilités devant l'histoire de s'associer pour au besoin faire un projet de société pour la jeunesse. Parce que c'est nous qui savons ce que nous subissons réellement. Donc je vous dirai encore une fois, si par malheur, l'État n'offrait pas d'autres alternatives bien évidemment à la jeunesse, ceux-là qui ne seront pas pris bien évidemment par le courant de la réinsertion aujourd'hui, les seront par autre voie. Que Dieu nous en préserve. Oui, que Dieu nous en préserve, évidemment. Alors, nous voudrions vraiment voir le train en marche, le TGV même, Mali, avec justement ces milliers, ces millions de wagons et tirés par des locomotives assez puissantes. Madame, est-ce que vous pensez réellement que la jeunesse peut encore jouer tout son rôle avant puisque le Mali est pratiquement au bord du précipice, pour que voilà, on n'assiste pas à cet embrasement? Qu'est-ce qu'il faudra que les jeunes fassent concrètement pour arrêter la spirale, cette crise, j'ai envie de dire? Tout d'abord, j'aimerais revenir sur Sidi. Il a dit que l'État n'a jamais juré l'ensemble du territoire malien. Et je vais lui envoyer d'aller lire l'école malienne d'hier et d'aujourd'hui d'Amadou Djikoroni. Là, il verra que la Première République a su jouer ce rôle-là. Avec la réforme de 1962, l'enseignement de qualité et de masse, dont toute frange de la population avait une possibilité d'étudier et avoir un boulot. Ça, c'était la Première République. Après, c'est ce que j'ai déjà dit. Depuis 68 jusqu'à nos jours, la jeunesse est délaissée. Le système ne suffit pas à l'avenir de la jeunesse malienne. Après ça, j'ai l'impression sur ce plateau, si on parle de la jeunesse, on dit les jeunes qui ont étudié. La jeunesse ne se limite pas là. Et puis, les jeunes de Gao Kidal, ce n'est pas eux seulement qui ont des misères. Pourquoi dans la région des Caïbes, plus de centaines de personnes meurent chaque année parce qu'ils veulent juste travailler? C'est l'ensemble du territoire malien, de la jeunesse qui souffre. Pas seulement une partie, l'ensemble. C'est dû au système. Et c'est dû à notre formation. Parce que notre formation ne nous permet pas d'être l'initiateur de notre propre destin. Nous sommes seulement des exécuteurs. C'est tout. D'accord. Je voulais bien contredire M. Ould Bagna qui disait que l'État enfin, n'a jamais existé. Je trouvais entre guillemets, le jamais trop fort. Et voilà que madame me rejoint aussi dans ma réflexion, M. Ould Bagna, en disant que sous la Première République, il y a eu de l'éducation, il y a eu une jeunesse formée, il y a eu une jeunesse forte, contrairement à ce que... Il y avait une structure qui formait les enfants nomades. Nomades, voilà. Les
les enseignants marchent avec les nomades pour former leurs enfants. Est-ce qu'on peut reprocher de cette République qui n'a pas su jouer son rôle? D'accord. Une jeunesse, la responsabilité d'une jeunesse, on reflète dans sa formation. C'est tout. D'accord. Moi, je suis de la région de Taoudeni. Encore une précision de taille, vous sembliez dire que c'est à des degrés très différents. Le nord et le sud. Non, je n'ai pas dit le nord, je dis Gao Kidal. Moi, je ne dirais pas le nord. Nord-sud, là, c'est la division, c'est le Mali entier. Oui, absolument. Je voulais simplement dire que d'abord, je voulais la rappeler que moi, je suis de la région de Taoudeni. D'accord. Je suis le président du conseil régional de la jeunesse de Taoudeni, dont je suis... assez bien placé. Je suis natif. Donc, je sais que je ne dirais pas les écoles nomades. Les écoles nomades doivent exister. D'accord. J'ai dit la région de Taoudeni que je connais n'a jamais connu un symbole de l'État. De l'indépendance à aujourd'hui. N'a jamais connu un symbole de l'État. Toute la région de Taoudeni. La région, avant, c'était la région de Tombouctou, qui courait la région de Tombouctou. Tu sors à 15 km de Tombouctou, tu n'as aucun symbole de l'État. Aucun symbole. Or, vous avez 700 à 800 km encore plus loin pour atteindre la frontière mauritano-algérienne. D'accord. Donc, c'est pour dire que c'est une zone extrêmement difficile de vie, une zone désertique, une zone qui n'a jamais été gérée par l'État. D'accord. L'État a géré les grandes villes. L'État a géré à Tombouctou, l'État n'a jamais géré Taoudeni. Aujourd'hui, nous avons eu cette chance que cette zone a été érigée en région et nous sommes, et jusqu'à preuve de contraire, nous avons encore les autorités qui vivent à Tombouctou. Nous cherchons aujourd'hui avec quelle méthode et quelle stratégie il faut ramener la région dans la région pour permettre à ce que l'État puisse occuper l'ensemble du territoire national. Parce que tant qu'il n'y a pas d'occupation, tant qu'on n'occupe pas son territoire, on ne contrôle pas et on n'a aucune emprise sur cette zone. Aujourd'hui, tout le mal nous vient des zones incontrôlées par l'État. Et malheureusement, depuis 2012, vous avez vu qu'aujourd'hui, même des zones qui étaient occupées par l'État ne le sont plus. Aujourd'hui, on a un accord de paix, et malheureusement, qui nous dicte des choses à l'intérieur de cet accord. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Comment il faut faire pour modeler, pour remodeler et faire en sorte qu'on puisse uniformiser? Parce que tant qu'on ne va pas... Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que le même problème... C'est vrai, Kaïk connaît le problème, Sego connaît le problème, mais le problème du Nord il faut creuser davantage pour comprendre le problème du Nord et le malaise des gens du Nord. Aujourd'hui, quand on parle à Bamako, on parle des chômeurs. Mais au Nord, on ne parle pas de chômeurs, parce que le chômeur, c'est celui qui a été formé, qui est en face d'une société où il n'y a pas d'emploi. C'est ça le chômeur. Mais celui qui n'a aucune qualification, qui n'a pas été formé, il n'a pas été formé, on ne l'appelle pas un chômeur. Maintenant, il cherche à être un chômeur. En dépit de toutes les disparités, j'ai envie de dire, constatées dans la République Mali, Madame semble bien insister elle semble bien insister sur l'unicité, j'ai envie de dire, du Mali. Écoutez, lui-même se contredit. Comment il se contredit? Il dit, écoutez, envoyez les anciens, allez enseigner sur les enfants des nomades. C'est pas un symbole de l'État, ça? Ah, arrête. Non. Monsieur Sidibé, Monsieur Sidibé, et puis, concernant le DDR, oui, Monsieur Sidibé a la parole. Je voudrais sincèrement qu'on essaye, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'objectif, c'est de chercher les voies et moyens et de permettre à la jeunesse de trouver une solution idoine. Absolument, c'est ça en fait la question. Que faudra-t-il faire? Moi, je pense bien. Maintenant, quelle solution apportez-vous, proposez-vous pour vraiment qu'on arrête de voir évoluer cette crise avant d'aborder le second volet de l'émission assez rapidement? Avant de répondre bien évidemment à cela, je voudrais profiter pour départager ma sœur et puis bien évidemment. Et nous sommes là pour chercher éventuellement les voies et moyens, comme je l'ai dit tantôt. Qu'est-ce que je voulais dire à Sidi et qu'est-ce que je voulais vraiment dire à ma sœur? Il serait difficile, madame, d'avancer en ayant les yeux rivés sur les rétroviseurs. Très, très difficile. Je pense que 68, c'est très loin, bien évidemment, d'aujourd'hui. Nous ne demandons pas de jeter l'eau du bain avec les bébés. Nous ne demandons pas d'oublier notre histoire. Ça fait partie de nous. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aller au-delà de 68. Il faut chercher des solutions propres à 2018 pour que nous puissions nous en sortir. Deuxièmement, par rapport bien évidemment à mon frère qui trouve qu'il n'y a eu aucun symbole de l'État depuis l'indépendance à aujourd'hui, et aussi qui trouve que le Nord est plus malheureusement biaisé, je dirais, sinon mal loti que les... Vous savez, chaque zone a ses réalités. Madame a parlé de Caille.
Je vous assure qu'il y a des gens dans certaines zones des Cailles qui n'ont pas de l'eau potable. Pire que le Nord. Oui. Ne l'oublions pas, monsieur. Y compris à Bamako. Je viens, y compris à Bamako. Donc ça veut dire que chaque zone a sa spécificité, vraiment. Oui. Si nous devons nous attarder sur tout ce qui nous est arrivé, difficilement nous allons nous en sortir. D'accord. Cherchons des solutions idoines pour que ce qui s'est passé il y a 60 ans ne puisse plus jamais se reproduire. Je pense que c'est là l'objectif. D'accord. Voilà. Assez rapidement, qu'est-ce qui peut expliquer selon vous la dégradation justement du climat sécuritaire au Mali? On a vu qu'il y a la force Barkhane, il y a l'amunissement, il y a encore le G5 Sahel, et nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui représente le G5 Sahel au niveau de la jeunesse. Monsieur Ba, qu'est-ce qui peut expliquer selon vous la dégradation de la sécurité sur le plan national est due à ces forces? Ah bon? Entièrement. Et là, tout le monde connaît le problème. Tout le monde sait que le problème de la sécurité se trouve au niveau de ces forces. Si vous voulez, la communauté internationale, bien sûr, s'ils veulent qu'il y ait la sécurité au Mali, qu'ils donnent un mandat robuste à l'aménagement. Et pourquoi certains, ceux qui prétendent nous aider, s'oppose à cela. Ça, c'est incompréhensible. Mais est-ce qu'ils s'opposent réellement? Si, j'estime et je suis sûr que si la France se met au niveau des Nations Unies pour défendre le projet de mandat robuste que nos autorités ont tant loué, ils l'auront. Il n'y a pas eu un plaidoyer de la part de la France pour que les mandats de l'aménagement soient un mandat robuste. Le G5 Sahel, qui est censé être une force du Sahel, c'est-à-dire entièrement composé des militaires des 5 pays du Sahel, qui sont des militaires censés défendre nos territoires. Jusqu'à présent, les financements du G5 Sahel tardent encore. Même ce matin sur RFI, j'entendais nos chefs d'État plaider auprès d'Angela Merkel pour qu'il les aide afin qu'il y ait le budget, pour que le budget du G5 Sahel soit bouclé. Si ces forces-là veulent réellement la stabilité du Mali, ils auront la stabilité du Mali. Mais je pense et je suis sûr qu'il y a une instrumentalisation derrière et tout le monde voit. Donc vous plaidez plutôt en faveur d'un départ de ces troupes du territoire, non pas malien, mais sahélien. S'il y a un départ tout de suite, ça sera le chaos également. Parce qu'ils sont parvenus à créer l'instabilité. Et si vous voyez, cette instabilité s'est déplacée. On n'entend plus parler de l'instabilité de Kidal. C'est plutôt au centre. Maintenant, on n'entend même plus parler d'attaques terroristes à Kidal. Les attaques terroristes se passent où maintenant? C'est au centre. C'est au centre. Oui. Et de plus en plus, ça se déplace. Et on craint. On craint. Oui, même une avancée vers la capitale. Une avancée vers la capitale. Oui, absolument. Donc la solution, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nos propres forces aient les moyens nécessaires pour se battre. Et la guerre, l'affrontement avec ces terroristes, ça se fait avec les moyens. Ça se fait avec les moyens de communication. Il faudrait qu'il y ait une véritable refondation du système sécuritaire malien. D'accord, c'est bien compris. On va faire réagir les autres assez rapidement. Monsieur Sidibé, avant de vous... Oh, allez-y. Je voulais, par rapport à la question sécuritaire, profiter, comme c'est mon voisin immédiat. Et malheureusement, lui, il situe la responsabilité au niveau de ses forces étrangères. Vous savez, il faudrait que... Est-ce que c'est la solution? Non, il faudrait Je pense que ces forces-là sont là pour nous aider. Non, il faudrait que les Maliens se réveillent. Très sincèrement. Vous savez, il est difficile de mettre fin soi-même à la vie, sinon à l'existence de son armée, et demander bien évidemment à des gens qui n'ont rien à cirer avec toi de venir te défendre. C'est vraiment inconcevable. D'accord. Moi, je dirais, aujourd'hui, ce que nous connaissons comme crise sécuritaire, vous savez, l'existence de cette nation-là n'a pas commencé maintenant. Je l'ai publié plusieurs fois. En 91, vous me permettrez, le Mali avait l'une des meilleures armées, bien évidemment, d'Afrique. Personne ne peut le contester. Mais depuis l'arrivée, malheureusement, de ces hommes politiques aux affaires, c'est des gens qui ont systématiquement liquidé l'armée malienne. D'accord. Ils ont également liquidé l'ensemble des cadres vaillants de l'armée au profit malheureusement des gens, je ne sais pas, et qui faisaient leurs affaires politiques. D'accord. Ce qui a contribué malheureusement à dénaturer et à même à rendre
l'armée malienne, c'est-à-dire inopérationnelle. Je voudrais tout simplement profiter d'une chose. Si vous voulez, faites venir bien évidemment l'ensemble des GIs américains. Ça ne changera rien malheureusement dans le fait qu'ils ne sont pas maliens et ce n'est pas évident qu'ils meurent pour le Mali. Vous me semblez trop pessimiste sur ce sujet malheureusement. Oui. Parce qu'un pays malien qui fait frontière avec 7 autres États, et si le gouvernement malheureusement en 1994 estimait que le Mali n'avait pas besoin d'une armée forte, c'est une citation bien évidemment de l'ancien président Alpha Omar Konaré. Je trouve que c'est une injure à l'égard du peuple malien. Et tout le malheur du Mali malheureusement est venu de là. Parce que c'est des gens qui ont canardé l'armée malienne au profit malheureusement des structures politiques. Et nous voyons aujourd'hui là où nous sommes. Et aujourd'hui, le seul véritable moyen de faire sortir le Mali de ces trous-là, c'est de donner la plénitude à l'armée de s'auto-gérer en dehors malheureusement des hommes politiques. Merci. Oui, mais cela ne peut pas se faire aussi sans moyens adéquats, justement, monsieur Sidibé. Alors, monsieur Ould Bagna, on a vu cette rencontre en début de semaine au Burkina Faso, à Ouaga, Angela Merkel qui a fait le déplacement pour une énième réunion du G5 Sahel. L'opérationnalisation du G5 Sahel tarde. On annonce des sommes faramineuses, mais quand bien même que les Maliens, en tout cas beaucoup de Maliens, je pèse mes mots, pensent que c'est une force de trop et qui ne va rien apporter au Mali. Vous savez, la force conjointe du G5 Sahel n'est rien que le cumul de nos différentes armées des 5 pays du G5 Sahel. Quand vous prenez aujourd'hui la crise s'est beaucoup accentuée un peu dans les différentes frontières de part et d'autre. Quand vous prenez aujourd'hui, c'est pour cela même avant la force conjointe du G5 Sahel, vous vous rendez compte que les États ont signé des accords de poursuite entre les différents, parce que celui il traverse la frontière du Niger, il fait son forfait, il revient au Mali, il quitte le Mali, il fait son forfait au Niger, il rentre. Donc il n'y avait pas une collaboration du côté technique et du côté information au niveau de... Aujourd'hui, la force conjointe du G5 Sahel, je pense que si cette force ne peut pas être une force de trop. Ça ne peut pas être une force de trop, c'est permettre à ce que toutes nos différentes armées puissent sécuriser nos frontières. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, cette armée est plus mobilisée au niveau des différentes frontières des 5 pays du G5 Sahel, du lac Tchad jusque dans la région d'Agadez, jusque vers la région des Cailles, qui couvre un peu la frontière mauritanienne. Donc je veux dire, c'est des zones spécifiques où vous avez aujourd'hui les forces du G5 Sahel. Effectivement, cette force n'a pas pu avoir un appui. Effectivement, Ba vient de le dire. Je crois qu'ils sont à leur 3e table ronde. Pour voir, chaque fois il y a des tables rondes. Pour la communauté internationale, ce n'est pas encore leur priorité. La force conjointe du G5 Sahel n'est pas encore leur priorité. Aujourd'hui, ils se sont battus pour être inscrits au niveau, comme une force de maintien de paix au niveau des Nations Unies. Je crois que ce chapitre n'a jamais passé. Pour permettre à ce que le G5 Sahel... Nous avons des pays un peu pauvres. Vous avez des pays qui n'ont pas assez de moyens pour prendre le Sahel. Oui. Vous avez les 5 pays... Quand vous prenez les pays du G5, vous avez les 5 pays les plus pauvres au monde. Les 5 pays qui se retrouvent ensemble, qui sont confrontés à une question de crise multidimensionnelle, des pays qui n'ont pas les moyens de leur politique. Qui n'ont pas les moyens de leur politique. On a aujourd'hui même du mal dans nos différents pays à gérer d'abord nos armées. A forte priori de financer une force conjointe des 5 pays du G5 Sahel. D'accord, madame, la force conjointe G5 Sahel, c'est une force de trop selon vous? Bon, je commence d'abord par DDR parce que je n'ai pas parlé de ça. Oui, allez-y. Je dirais à ces jeunes-là, on ne lutte pas contre sa nation. On peut lutter contre un système, mais pas contre sa nation. D'accord. Concernant ce monsieur, il a dit qu'on devait se passer de la Première République. Non, on ne peut pas résoudre un problème si on ne connaît pas son historique. Si on ne connaît pas son historique,
Concernant l'armée, l'armée n'a pas commencé à dégrader en 91. Ça, c'est depuis 68. Quand un lieutenant fait un coup d'État et qu'il se nomme général, une armée sans morale hiérarchique est prévisible de chute. Allez-y, madame. Concernant les forces étrangères, là, Oui. pourquoi ils sont ici? D'accord. Ce qui se cache derrière. Tu dis qu'ils sont dans les 5 pays les plus pauvres du monde, mais souterrainement riches. Ah bon, hein? Pourquoi ces gens-là sont ici? On ne se confie pas sa sécurité à une autre personne. Ça ne se fait pas. Je vais vous dire une chose. Lénine disait dans son congrès, congrès de son parti en 1921, je résume, il disait l'analphabétisation. S'il y a l'analphabétisation, il n'y a pas de l'instructeur politique. Sans l'instructeur politique, on ne peut pas parler de politique. Et sans politique, ce sera des rumeurs, des préjugés, de n'importe quoi, etc. On ne peut pas gérer un pays sans faire de la politique. Toi-même, tu fais la politique. Parce que la politique n'est rien d'autre que des voies et moyens pour arriver à une fin. Tu fais la politique. Il ne faut pas dénigrer la politique en parlant de la politique. Tout le monde fait la politique. Allez, cela est bien compris. Assez rapidement, le second volet. Le second volet, monsieur Sidibé plutôt. Monsieur Sidibé, s'il vous plaît. On a très peu de temps et malheureusement, l'émission s'achemine quasiment vers sa fin. Moi, je voudrais qu'on se penche un peu sur la crise sociopolitique aussi. On a vu depuis la nomination le 22 avril dernier du nouveau Premier ministre, tout porte à croire que l'on s'achemine vers la formation d'un gouvernement d'union nationale. J'en veux pour preuve la cérémonie de signature d'un accord politique tenu jeudi dernier à la primature avec l'ensemble des partis politiques et l'ensemble des regroupements de partis politiques. Alors c'est un inédit au Mali, hein, vraiment un inédit sous la Troisième République. Est-ce que cela peut présager une sortie de crise sociopolitique, à commencer par M. Ba? Gouvernement d'union nationale. Gouvernement d'union nationale, je ne crois pas que ça peut être la solution à une sortie de crise. Non. Les Maliens, quand les Maliens ont voté en 2018, ils n'ont pas voté pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Sauf que là, le contexte est différent. Le contexte est différent, mais vous prenez l'ensemble de ces signataires, que ce soit ceux qui ont signé et ceux qui n'ont pas signé, tout le monde est unanime là-dessus. Qu'il y a un problème au Mali, il y a une crise. Et tout le monde aime le Mali. L'ensemble des signataires. Vous savez, la démocratie, c'est lorsque les gens votent pour quelqu'un, la personne met son gouvernement en place. Il nomme un Premier ministre, le Premier ministre met un gouvernement en place qui exécute la politique de celui qui a été élu, le programme social de celui qui a été élu. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place un gouvernement composé des socialistes, des libéraux et d'autres tendances pour mettre en marche un programme social de celui-là qui est un programme social entièrement socialiste? Ça ne peut pas marcher. Moi, je pense que tout comme les autres l'ont dit, un gouvernement de mission serait bien pour notre pays. Un gouvernement de mission, un gouvernement restreint, avec des hommes dévoués, des hommes intègres. Je vous dis, les gens n'ont pas confiance aux hommes politiques, mais il y a des milliers et des milliers d'hommes dans ces pays politiques qui sont intègres, qui sont honnêtes et qui sont travailleurs. Il faut chercher ces hommes-là et les mettre dans le gouvernement. Ces pays vont bouger. Justement, ça ressemblerait à un gouvernement de mission, monsieur Sidibé. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord avec monsieur Ba? Bon, merci beaucoup. Il se trouve qu'aujourd'hui, le Mali, malheureusement, fait face à une zone, sinon la zone de turbulence la pire de son existence. Et chaque fois que la patrie est en danger, c'est un devoir, bien sûr, pour l'ensemble des filles et des fils de ce pays de revoir leur position et ensemble de trouver la solution qui s'impose pour vraiment d'abord sauver la patrie mère. D'accord. Et avant de répondre par rapport au gouvernement d'union, je m'excuse un peu, je voudrais tout de suite rappeler à ma sœur que je n'ai rien contre le fait que les gens fassent de la politique. Je suis contre les hommes politiques qui font mal malheureusement la politique.
C'est très différent. Et deuxièmement, je voudrais, la question qu'on vient d'aborder et à laquelle je n'ai pas répondu, bien que je suis rentré dans le vif du sujet en répondant à M. Ba par rapport aux forces étrangères, je voudrais tout de suite juste rappeler quelque chose au peuple malien. Nous l'avons dit, l'initiative Zéro Violence, lors de notre conférence de presse du 12 février passé, qui était qui, quand le 10 janvier 2012 je vais dire, quand Konna a été attaqué, à notre très grande surprise, d'après ce qu'on nous a dit sur les antennes bien évidemment, les forces françaises ont, je crois bien, quitté depuis le Tchad, ou bien je ne sais pas, Djibouti, pour venir stopper l'avancée des djihadistes qui venaient maintenant vers Mopti et éventuellement... Je viens, une minute, s'il vous plaît, c'est capital. On ne va pas refaire l'histoire. Nous n'allons pas refaire. Tout le monde la connaît, non, cette version. C'est ça le paradoxe, mon cher. Je voulais juste attirer l'attention des uns et des autres. Ça, c'était en 2012. Mais ce qui est paradoxal, cette année, c'est quoi? C'est que les mêmes djihadistes viennent commettre des pires atrocités pendant que la force Barkhane est à quelques encablures, bien évidemment, de là où ces forfaits se tiennent. Mais paradoxalement, les gens qui ont quitté Djibouti ou Tchad ne sont plus capables de quitter la même zone de Mopti pour malheureusement venir régler les comptes de ceux-là qui font des crimes contre l'humanité. Le contexte est différent, monsieur. Je sais, c'est une parenthèse. C'était une avancée de plusieurs terroristes et là, nous assistons à des attaques un peu sporadiques. Mon cher, ce n'est pas une attaque sporadique. Venir tuer 300 personnes, ce n'est pas une attaque sporadique. D'accord. L'attaque de Konna n'a pas fait 300 personnes, n'a pas fait 300 victimes, s'il vous plaît. Ne disons pas que c'est une attaque sporadique. Ça, je ne suis aucunement d'accord. Mais je voulais juste que les gens comprennent. En 2012, ils ont eu le temps de quitter Djibouti. Mais en 2018, ils ne sont pas en mesure de quitter la région de Mopti pour opérer. C'était une parenthèse, une réflexion ouverte pour tout le monde. Cela est bien compris. Merci. Par rapport au gouvernement d'union nationale, assez rapidement. Je le disais tantôt que quand la patrie est en danger, c'est un devoir pour tout un chacun. Et nous l'avons dit en tant qu'initiative Zéro Violence. Nul n'a intérêt à ce que les bateaux Mali chavirent. Deuxièmement, le précipice aujourd'hui là, ça n'arrange personne, contrairement à ce que les uns et les autres pensent. Si le Mali devenait le meilleur pays au monde, c'est nous tous, en tant que Maliens, qui ferons d'abord la fierté et qui en profiteront en premier. Et si par malheur, le Mali devenait un foyer ingérable, c'est nous qui en pâtissons en premier. Ceci étant, merci, on ne le souhaite pas. Ceci étant, nous, notre volonté depuis toujours, depuis notre lancement, c'est de dire aux uns et aux autres de méditer, de sympathiser, mais que nous n'oublions aucunement que nous sommes tous. On va faire réagir assez rapidement les deux autres. Monsieur Ould, merci. Merci pour votre analyse, monsieur Sidibé. Allez, assez rapidement, hein, on s'achemine vers la fin de cette émission. Un gouvernement de mission, pour ne pas dire un gouvernement d'union nationale, ça peut être une solution puisque nous vivons un contexte particulier cette année. Hein. Bon, moi je ne pense pas parce que vous savez, la crise elle est trop profonde. Elle est trop profonde pour aller... pour qu'un gouvernement d'union nationale peut peut-être faire quelque chose. Mais je pense que ce n'est pas la solution qu'il faut. La solution, elle est très profonde par rapport à ce... Aujourd'hui, c'est vrai, quand j'entends Ba parler, je suis d'accord avec lui si on était dans un pays normal. Aujourd'hui, il faut comprendre que nous ne sommes pas dans un pays normal. Où nous sommes dans un pays où, effectivement, il faut tout le monde. Il faut que nous apprenions à se mettre ensemble pour affronter le problème. Aujourd'hui, ce pays-là n'a pas besoin d'opposition, n'a pas besoin de majorité. Ce pays n'a pas le pays a besoin que tout le monde se relève comme un seul homme pour combattre l'ennemi. Et l'ennemi, ça peut être partout. Donc aujourd'hui, je pense que ce format qui a été mis en place, je crois que c'est un premier pas, de permettre à tout le monde de venir. Pour dire, attention, aujourd'hui, si demain ou après-demain, il n'y a pas un État qu'on appelle Mali, je crois qu'il n'y aura même pas de politiciens à force produit de faire la politique. Absolument. Aujourd'hui, le problème ultime, c'est de sauver ce qui peut être sauvé.
Et après, maintenant, on verra comment. Maintenant, pour dire les voix démocratiques, opposition, majorité, ça c'est dans un pays normal. Ça, on l'avait fait. Mais aujourd'hui, je crois que nous sommes dans un pays où la fragilité est tellement extrême que si on ne fait pas attention, ce pays-là, on va le perdre complètement. Allez, merci. Merci vraiment à vous d'avoir répondu à cette invitation. J'espère qu'on aura une autre occasion pour pousser davantage la réflexion. On avait aujourd'hui sur ce plateau justement monsieur Ould Sidi Ali Ould Bagnan, qui est le secrétaire général jeunesse du G5 Sahel, n'est-ce pas? Et voilà, et qui représente également la jeunesse arabe, c'est ça? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y avait également monsieur Mamadou Sansi Ba, qui est le vice-président du réseau des jeunes des partis politiques du Mali. Et nous avions aujourd'hui également madame Awadit Fili-Si Savané, membre de l'exécutif national de l'association Faso Kanou. Merci d'être venu pour répondre à toutes nos questions. Et enfin, l'initiative Zéro Violence, représentée sur ce plateau par Mamadou Sidibé, qu'on remercie aussi d'avoir fait le déplacement. Merci à vous tous et merci à vous également, vous fidèles téléspectateurs, pour votre soutien, pour votre constante fidélité. On se donne rendez-vous certainement le dimanche prochain pour un autre numéro. Merci à vous tous d'être venus. À bientôt. Merci.